Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Autrefois symbole de la chrétienté, emblème des rois ou encore trophée de chasse des nobles, le cerf, qui peut vivre jusqu'à 25 ans, est le plus grand mammifère de France. Intensivement chassé puis braconné après la Révolution, le roi de la forêt a bien failli disparaître de notre territoire avant d'être réintroduit dans de nombreuses régions grâce à Chambord à partir des années 50. Depuis, l'espèce a prospéré, parfois tellement d'ailleurs qu'elle a fini par être mal vue par certains en raison du risque de collision avec les voitures, mais aussi des dégâts recensés dans les forêts, les champs de maïs ou encore de colza. Avec l'éradication du loup par l'homme, le cerf a en effet perdu son principal prédateur naturel. Pour contrôler son développement et surtout limiter, je cite, les dégâts, la France a donc rendu sa chasse obligatoire. Mais attention, celle-ci est très réglementée, notamment depuis 1979, avec des plans de chasse très précis qui condamnent fermement l'abattage d'un cerf sans autorisation préalable. Pour en savoir plus sur cet animal mythique, à la morphologie adaptée au milieu ouvert comme les prairies, mais qui a appris à fuir l'homme en se cachant au fin fond de nos forêts et en sortant plutôt à l'aube ou au crépuscule, nous accueillons par téléphone le photographe animalier Bruno Pasquier. Bonjour Bruno. Bonjour Sandra. Alors Bruno, on lisait en introduction, le cerf c'est le plus grand mammifère d'Europe. Il bénéficie d'une solide musculature. Est-ce que c'est un animal qui est taillé pour courir vite, en somme pour fuir? Oui, je crois que la vitesse moyenne c'est 40 km/h avec des pointes qui peuvent aller jusqu'à 70 km/h. Donc oui, ça va vite quand même. Il se déplace sur un grand territoire, le cerf? Le mâle, lui, il a un territoire qui oscille entre 2 à 5 000 hectares en France. Les femelles, on est plus proche des 1500 hectares. Ça s'explique par le fait que le mâle, au moment du brame, se déplace et donc couvre des territoires plus vastes que la femelle, qui est un territoire plus restreint. Bruno, il existe des termes très précis pour qualifier cerf et biche suivant leur âge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? La femelle, c'est un faon, les 12 premiers mois de sa vie. Ensuite, à partir de 12 mois, ça deviendra une bichette. Ce jusqu'à 24 mois où elle est en âge de se reproduire et ça devient une biche. Pour ce qui est du mâle, c'est un faon durant les 6 premiers mois de sa vie. Les 6 mois suivants, c'est un R, H-E-R-E. Et à partir du 12e mois, cela devient un daguet, c'est-à-dire qu'il y a 2 dagues qui vont pousser sur la tête. C'est le prémisse des bois, Daguet ou première tête d'ailleurs, puisque c'est la première fois qu'il est coiffé. Ensuite, on a des appellations assez courantes. Lorsque un cerf porte ses bois, on dit que c'est un cerf coiffé. Lorsqu'il est pair, on dit que c'est un cerf décoiffé. Il y a un autre terme aussi qui permet de nommer un cerf qui a perdu ses bois, puisqu'il va vivre quelques mois sans bois. On appelle ça un cerf mulet. Et le dernier terme assez courant, c'est le cerf moine. Le cerf moine est un cerf un très très vieux cerf, qui ravale, c'est-à-dire qui a ses bois qui ne se développent plus, qui a une espèce de protubérance osseuse qui se développe sur le dessus de la tête. Et on appellera ça un cerf moine. Bon, on en a très très peu puisque il faudrait que les cerfs, on les laisse vieillir, ce qui n'est pas le cas. Bruno, on l'a évoqué, les bois des cerfs commencent à pousser à 9 mois à peu près. Ils sont visibles dès 1 an. Et comme vous l'avez dit, tous les ans, entre février et mai, ces bois vont tomber. Ils vont mettre longtemps à repousser, Bruno? Disons que les bois mettent à peu près 5 à 6 mois pour repousser, puisque les plus gros cerfs perdent leur bois en premier, donc à peu près en fin janvier, février, et les bois, le refait sera à peu près total courant août. Donc voilà, c'est à peu près février, mars, avril, mai, juin, juillet, 6 mois à peu près pour refaire leur bois. Les pointes qu'on voit sur les bois, ça s'appelle des cors, et le nombre de cors va varier suivant les cerfs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fonction de quoi? Le nombre de corps varie en fonction de 2 paramètres. Au début de la vie du cerf, il a tendance à être assimilable à l'âge du cerf, parce que la première année, ils vont faire des dagues, donc ça sera des daguets. Ensuite, ils vont commencer à avoir une fourche, ça sera un 2e tête, puis un 3e tête, et ainsi de suite. Sauf que très rapidement, certains cerfs vont développer beaucoup plus de fourches, avoir des bois beaucoup plus denses et fournis que d'autres. Souvent, c'est lié à la génétique et à la nourriture disponible. La formation des bois
est très énergivore et donc si la quantité de nourriture disponible est favorable, eh bien les bois auront tendance à être beaucoup plus développés que si elle l'est moins. Ils sont lourds ces bois, ils pèsent combien? Bois de serre en moyenne en France, c'est, voilà, je dis en moyenne, hein, c'est 3 kg, 3,5 kg. Ça peut aller beaucoup plus haut dans les pays de l'Est où ils ont des serres beaucoup plus gros que chez nous. Et ils mesurent combien ces bois? Je veux dire 50 cm à peu près. Bruno Pasquier, à quel âge les cerfs arrivent-ils à maturité physique? Ce qui concerne la femelle, elle est capable de se reproduire à partir de 2 ans. On considère que 2-3 ans, maturité physique de la femelle. Et pour ce qui est des mâles, c'est environ 4 ans. Alors il y a pas mal de traces qui vont nous permettre d'identifier la présence des cerfs, comme l'écorçage, l'abroutissage, les frottis. On comprend pas bien ce que ça veut dire. Bruno, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Alors le frottis, c'est des traces laissées sur les troncs par le frottement du bois des cerfs. Les cerfs, pour se débarrasser de leur velours, viennent frotter leur bois le long des troncs, je dirais que à partir de fin juillet, mi-juillet, mi-août, grosso modo, et forcément, ça laisse des traces sur le tronc. Donc le chevreuil, c'est la même chose d'ailleurs, puisque c'est le même principe. L'écorçage, c'est lorsque la nourriture se fait rare, les cerfs, oui, viennent peler les troncs pour manger les écorces. L'abroutissage, oui, c'est lorsque les cerfs, pour se nourrir, vont venir manger le haut des jeunes arbres, des jeunes plantations, là où les feuilles sont les plus tendres. Et donc, le fait de manger le haut de l'arbre, ça coupe la croissance de l'arbre, qui va pas se développer en hauteur et qui va pas se développer de telle façon que les forestiers aiment pour faire du bon bois à commercialiser, quoi. Donc, l'abroutissage, oui, ça empêche le végétal de se développer. Et il faut savoir que le cerf, il va être comme le sanglier, il va utiliser des souilles. Oui, le cerf utilise des souilles, alors principalement au moment du brame, mais il se souille toute l'année. Bon, ça lui permet de débarrasser des parasites qu'il a sur lui. Et puis en période de brame, il se souille un peu plus parce que, comme il est excité, ça lui permet aussi de se rafraîchir un peu et puis c'est un peu un rituel, quoi. 10 à 15 kilos, c'est ce que peut manger un cerf par jour. Il mange quoi exactement, Bruno? Ah, le cerf mange un peu tout. Le cerf, c'est pas un animal qui est très délicat dans sa nourriture. Le cerf, il va manger les feuilles des arbres, il va manger les écorces, il va manger toutes sortes de végétaux. Si il est en bord de culture, bien sûr, il va aller chercher. Il va se mettre dans les champs de colza, il va aller chercher les cultures, puisque l'apport nutritionnel sera plus important que de l'écorce ou des ronces. Le cerf n'est pas délicat, contrairement au chevreuil qui lui choisit les herbes qu'il veut manger, beaucoup plus délicat et forcément avec un peu moins de dégâts que le cerf, de par sa taille et de par son mode de nourrissage. Les cerfs, ils ont un peu la pression, parce que la biche n'est réceptive sexuellement qu'un seul jour dans l'année. Tout à fait. Oui. C'est vraiment pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bruno, comment se déroule la période du rut, qu'on appelle aussi communément le brame du cerf, et qui a lieu en général entre le 15 septembre et le 15 octobre? Oui, donc à cette époque-là, les cerfs qui sont pas forcément présents sur les massifs où ils vont régner durant un mois se déplacent, viennent se rendre sur leur place de brame, puisqu'ils ont leurs habitudes. Et quand on les dérange pas, les places de brame, ils sont fidèles d'une année à l'autre. Ils vont réunir les biches environnantes et les garder à proximité, ce qu'on appelle la harde, de manière à justement pouvoir couvrir la biche le jour où elle sera réceptive, puisqu'elle est réceptive, comme tu l'as dit, qu'une seule journée par an. Il y a de la convoitise. Donc pour signaler sa présence sur un territoire, il y a le brame. Signaler aussi sa présence aux concurrents éventuels, on brame aussi. Et ça peut engendrer des combats et d'autres manifestations avec des courses-poursuites, etc., avec des concurrents éventuels. À cette époque-là, tous les cerfs ont le même objectif, c'est se reproduire. Seuls les plus forts le font. Les combats peuvent parfois mener à la mort? Oui, ça arrive. Moi, j'ai rencontré. Je ne l'ai pas rencontré souvent, mais j'ai rencontré une fois où 2 cerfs étaient restés avec les bois entremêlés. Ils n'ont pas pu se dégager et donc ils sont morts. Et une fois où un cerf avait pris un coup de dague dans le flanc et en était décédé. Voilà. Un seul petit faon va naître en mai ou en juin et c'est la biche qui va s'en occuper. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ressemblent les premières semaines de vie du faon? Elles sont plutôt calmes puisque le faon va naître sans odeur,
avec un pelage qui lui permet un camouflage presque parfait. Pour ceux qui pratiquent la nature, il a pu leur arriver de tomber sur des faons couchés dans les hautes herbes, à presque marcher dessus, parce que le faon va rester sur place. Dès qu'il y a un danger, il va se blottir. Son mimétisme et le fait qu'il n'ait pas d'odeur le protège, et donc c'est son seul moyen de défense. Donc pendant les premières semaines de sa vie, il reste dans un secteur extrêmement petit, et la biche vient à plusieurs reprises dans la journée le nourrir. Elle reste à proximité, mais elle n'est pas à côté du faon. Elle est à quelques centaines de mètres et elle vient régulièrement le nourrir. Ensuite, dès que il aura passé cette période de quelques semaines et qu'il sera capable de suivre sa mère, il rejoindra la harde et il va suivre la harde. Et si on a la chance, et bon, au mois de juin, on peut voir des hardes de biches avec plusieurs jeunes qui jouent ensemble, comme des petits chevreaux ou des choses comme ça, qui se courent après. L'innocence de l'âge à cette époque, quoi. Voilà des hardes de biches qui sont structurées de manière matriarcale, Bruno. Oui, la cellule de base chez le cerf est une cellule matriarcale, c'est-à-dire qu'elle est formée par la biche, le jeune de l'année précédente et le jeune de l'année en cours. Et les hardes sont toujours menée par une biche, généralement la plus expérimentée. Alors ça, c'est ce qu'on a plaisir à croire, mais bon, la nature étant bien faite, c'est sans doute vrai, la plus expérimentée, qui conduit la harde et qui va choisir les endroits où elle passe, les endroits où elle va, où elle se déplace, et c'est elle qui est la meneuse, quoi. Alors ça veut dire qu'ils vont toujours utiliser les mêmes coulées, principalement. On va les retrouver souvent au même endroit. Oui, c'est pas toujours facile à trouver, mais une fois qu'on a effectivement compris les habitudes, ce sont des animaux qui utilisent les mêmes coulées. Donc comme beaucoup d'animaux qui sont des proies, je veux dire, ça les sécurise et ça les rassure d'utiliser les mêmes coulées et de se déplacer sur les mêmes chemins. Et en dehors du rut, que vont faire nos mâles? Que vont faire les cerfs? Oh, les cerfs en dehors du rut, ils vont se regrouper. Alors souvent on retrouve des hardes de plusieurs cerfs. À cette époque-là, ils se tolèrent entre eux et ils vont se regrouper pour perdre leur bois, passer l'hiver. Et puis ensuite, pour le refait, c'est-à-dire la période où les bois repoussent et où ils ont besoin de beaucoup d'énergie. On a eu la chance, là, il y a quelques années, d'observer des hardes de plusieurs dizaines de cerfs, que des mâles, entre eux, au mois de juin. Ils étaient tous en velours dans les céréales. C'était magnifique, mais là on comprend bien que c'était la fin, puisque à partir dès le mois d'août, ils se supportent plus, ils se séparent et c'est la rivalité pour le brame. Bruno Pasquier, malheureusement pour lui, notre roi de la forêt est classé grand gibier et peut donc être chassé à l'approche, à court ou encore en battu. La chasse à court est née à la fin du Moyen-Âge. Elle était réservée à la noblesse. Interdite à la Révolution, c'est Napoléon qui lui a redonné ses lettres de noblesse et depuis quelques décennies, elle s'est fortement démocratisée pour compter aujourd'hui 10 000 pratiquants dans 70 départements. Bruno, pouvez-vous nous expliquer le principe de cette chasse que certains qualifient même d'art ancestral? Cette chasse, effectivement, remonte à la nuit des temps. Le principe, il est relativement simple. On a une meute de chiens qui sont menés par des cavaliers. On met la meute sur la piste d'un cerf. Une fois que ils sont sur la piste, eh bien, ils vont la suivre. Ils vont pousser le cerf. Donc le but du jeu, c'est effectivement de pouvoir orienter les chiens, les aider au cas où ils perdent la piste, les remettre sur la voie, et puis de rester au contact des chiens, puisqu'ils vont pousser le cerf jusqu'à l'épuisement. Et ensuite, quand le cerf est épuisé, il est mis aux abois, c'est-à-dire qu'en fait, tous les chiens l'entourent et aboient, parce que bon, il reste pas inactif non plus, il se défend encore. Et à ce moment-là, on vient lui donner la mort. Il y a ce qu'on appelle un piqueux, qui vient avec une dague et normalement le transpercer au niveau du cœur pour lui donner la mort, de façon rituelle qui symbolise toute la noblesse de l'acte. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce genre de chasse. En termes de souffrance, je ne pense pas que ça amuse beaucoup le cerf de se faire poursuivre. Bon, malgré tout, c'est pas des chasses qui, en termes de prélèvement, ont des prélèvements importants. Maintenant, la philosophie de cette chasse-là, elle est discutable. À savoir qu'on ne consomme pas la viande de ce cerf qui est tué. Cette viande est, je crois, destinée à être donnée aux chiens. Aux chiens, oui, puisque
avec tous les efforts fournis, le cerf, la viande s'est altérée, elle s'est acidifiée, je pense. Donc la viande n'est pas consommée par l'homme, elle est donnée en nourriture aux chiens. Oui. C'est un sport ou c'est un plaisir. Hein. C'est pas une chasse de prélèvement destinée à réguler, parce que c'est pas possible, et c'est pas une chasse destinée à se nourrir. Hein. De toute façon, les chasses destinées à se nourrir, ça n'existe plus. Bruno, en septembre dernier, un cerf traqué avait réussi à trouver refuge dans la ville de Compiègne. Et il faut savoir que depuis mars 2019, les animaux qui, comme ce cerf, parviennent à arriver dans une zone habitée ou commerciale doivent être graciés. C'est une avancée positive pour vous qui pourrait peut-être aller dans l'avenir à la limitation, voire à l'interdiction de cette pratique ? Oui, c'est une avancée, oui, bien sûr, puisque jusqu'à maintenant, et on l'a vu ces dernières années, à travers des reportages, les cerfs pouvaient être chassés jusque dans les jardins des particuliers, à partir du moment où cette loi n'existait pas. C'est d'ailleurs sans doute ce qui a motivé cette loi, c'est un certain nombre d'abus qu'il y a eu dans la finalité, quoi. Je veux dire, quand un cerf est dans le jardin d'un particulier et qu'on vient le tuer jusque devant la porte de la maison. Bon, à notre époque, ça commence à être un peu mal vu, malvenu. Donc oui, cette loi, c'est une avancée qui réduit un petit peu les libertés de ces gens-là. Alors oui, est-ce que ça pourra conduire ? Oui, je pense que oui, ça va dans le bon sens. Donc forcément, les mentalités évoluant petit à petit. J'espère que c'est une pratique qui disparaîtra, quoi. La chasse du cerf, elle est très réglementée, Bruno, notamment depuis 1979 avec ce qu'on appelle les plans de chasse. Si je ne me trompe pas, mais j'y connais pas grand-chose, le principe c'est de recenser la population locale et puis de mettre en vente des bracelets qui vont donner l'autorisation de prélever, je dis prélever avec des guillemets parce que ça veut dire tuer dans ce cadre. Oui, quand on même. est d'accord. Utilisons les bons mots. La finalité est la même. Voilà, donc ça va donner ces bracelets l'autorisation de tuer des cerfs en fonction de certains critères et je crois de 2 catégories. Est-ce que vous pouvez nous traduire tout ça ? Alors, il y a effectivement plusieurs catégories. On ne va pas rentrer dans le détail, mais effectivement, il y a un plan de chasse qui est établi en fonction de l'évaluation des populations. Parce qu'on parle d'une évaluation, il y a des comptages qui sont faits, mais on voit pas tous les animaux. Donc après, on fait une évaluation. Bon, après, ce comptage peut être discutable parce qu'il est fait par ceux qui chassent. Donc, ils ont parfois intérêt à ce que les chiffres soient un peu plus gros. Ça leur donne un peu plus de bracelets, mais bon, peu importe. Toujours est-il que, effectivement, à l'issue de ce comptage, une évaluation de la population qui est faite et une attribution de bracelets. Ces bracelets sont des bracelets qui viennent se mettre sur l'animal lorsqu'il a été prélevé et dès son prélèvement, puisque l'animal ne peut pas être bougé tant qu'il n'est pas possesseur d'un bracelet. Donc il y a plusieurs catégories, mais les 2 grandes catégories, en gros, c'est des bracelets pour les cerfs mâles et d'autres pour les femelles. Après, il y a des sous-catégories en fonction de la taille du cerf et de son âge, qui peuvent être variables, je crois, d'une région à l'autre. Mais effectivement, déplacer un animal sans son bracelet, même à pied, je veux dire, est condamné. Et encore plus si vous transportez un animal dans votre véhicule qui n'a pas de bracelet. Donc oui, chaque animal tué doit être en possession de son bracelet, tout à fait. Voilà, on ne peut pas tuer un cerf sans avoir acheté de bracelet au préalable. C'est important de le dire, sinon ça s'appelle du braconnage, je pense. Tout à fait, sinon c'est du braconnage, tout à fait. Bruno, j'ai lu sur certains sites de chasse, avec surprise, que la meilleure période pour prélever, donc tuer des cerfs, ce serait la période du brame du cerf. Alors en France, aujourd'hui, on a le droit de chasser en pleine période de reproduction ? Alors, ça dépend des régions. Là encore, pour parler de régions que je connais un tout petit peu, je sais que dans les Pyrénées, la chasse du cerf commence pendant le brame, en pleine période de brame, je crois début octobre. En Côte d'Or, elle a plutôt tendance à commencer, la chasse au bois, pas en pleine, j'entends bien, la chasse au bois a plutôt tendance à commencer autour du 20 octobre ou dans ces eaux-là. Donc, en général, on est plutôt sur la fin de brame. Donc les animaux sont moins dérangés que lorsqu'effectivement on chasse en plein brame. Alors oui, la chasse en plein brame, notamment pour pouvoir obtenir des trophées, c'est le but du jeu. Les animaux sont moins craintifs, ils se montrent plus, ils sont plus accessibles. Donc pour tirer du trophée, c'est plutôt une bonne chose puisque les gros cerfs qu'on voit peut-être pas tout au reste de l'année qui restent cachés se montrent.
Et la chasse au trophée, c'est effectivement tirer les gros cerfs. Alors après, pour la reproduction, c'est totalement négatif, puisque les gros cerfs sont ceux qui génétiquement feront des beaux enfants et des beaux cerfs, et c'est ceux-là qu'on va tirer. Et donc c'est pas ceux-ci qui se reproduiront, c'est ce qu'on appelle les cerfs satellites, des cerfs plus petits et moins nobles. Et donc on a une petite dégénérescence de la population qui est liée à ce genre de choses, quoi, si on empêche les gros cerfs de se reproduire. La chasse aux cerfs a été rendue obligatoire en France parce qu'il n'avait plus assez de prédateurs. Est-ce qu'on peut dire du coup que le retour du loup serait une bonne chose dans cette régulation des populations de cerfs que veulent à tout prix faire les hommes? Oui, bien sûr que ça serait une bonne chose. La réponse est oui. Après, est-ce que c'est possible? Je pense pas. Clairement, je pense pas. Aujourd'hui, nos territoires sont tellement morcelés, tellement désenclavés par des moyens d'accès, etc., que j'imagine pas, en dehors des grandes zones de nature qui nous restent, que sont les espaces montagneux, j'imagine pas des meutes de loups venir réguler les populations de cerfs dans des forêts, dans le centre de la France, etc. Ça me paraît très peu probable. Il n'y a pas la place pour tout le monde, et la place, elle est occupée par l'homme, par les chasseurs, par les forestiers. Et donc, laisser les loups, par exemple, réguler les cerfs, ça veut dire chasser moins, augmenter les populations de cerfs pour que les loups puissent s'implanter, se développer, et ensuite la réguler. À l'heure actuelle, ça me paraît totalement improbable. Il y a beaucoup de cerfs dans nos départements, Bruno? Globalement, moi, ce que je lis, c'est qu'il y a de plus en plus de cerfs en France. Donc ça, c'est ce que je lis dans les divers écrits, les populations augmentent. Alors je ne sais pas où, mais une chose que je sais, c'est qu'elles n'augmentent pas en Côte d'Or. Moi, c'est le département limitrophe au mien, c'est celui dans lequel je vais faire des photos de cerfs. C'est clair que entre ce qu'on avait comme cerf il y a 20 ans, même encore il y a 10 ans, et ce qu'on a aujourd'hui, ça n'a strictement plus rien à voir. Et tous les opérateurs vous le diront, tous autant les uns que les autres. Les plans de chasse ont été extrêmement importants ces dernières années. Ils le sont toujours. D'ailleurs, on se pose un peu des questions parce qu'en fait, avoir diminué les populations comme elles diminuent, je pense que les chasseurs sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont assis. Mais bon, c'est de l'argent qui rentre. Il faut savoir que quand on prend une action de chasse aux cerfs, c'est pas donné, quoi. Donc c'est de l'argent qui rentre dans les sociétés de chasse, mais c'est une vision à court terme. Après, je suis allé en forêt de Chaux, qui est donc dans le Jura. C'est pareil, il y a des belles populations de cerfs encore, mais je sais que les plans de chasse sont en augmentation et le but vise à diminuer les populations. Donc oui, il y a encore des populations qui sont intéressantes, mais qui n'ont plus strictement rien à voir avec ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Bruno, le cerf, c'est un animal qui a les sens très développés, qui a appris à se cacher des hommes. Est-ce que c'est un animal qui est difficile à photographier? Le cerf, ce qui est difficile, c'est de comprendre ses habitudes. Voilà. Donc, comprendre comment il se déplace sur son territoire, quelles sont les habitudes qu'il a à chacune des saisons, puisque en fonction des saisons, ses habitudes changent. Alors, les habitudes des cerfs sont souvent liées aux endroits où ils trouvent la nourriture, puisque ce qui mène les animaux en priorité, c'est la reproduction et la quête de nourriture. C'est leurs deux activités principales. Donc, fort de ça, je veux dire, si on arrive à comprendre et à décoder un peu leurs habitudes dans un secteur donné, une fois qu'on a ce type de paramètres, ça devient beaucoup moins difficile. Mais effectivement, si le client lambda va dans une forêt en espérant voir des cerfs, il va pas en voir, je veux dire, il va en apercevoir. C'est-à-dire qu'en général, on voit les cerfs qui se sauvent parce que comme ils ont les sens plus développés, souvent ils nous ont perçus avant qu'on les voit, donc on les voit souvent en fuite. Mais faire de la photo, c'est pas faire une photo de cerf en fuite, c'est pouvoir avoir le cerf dans ses activités quotidiennes, normales, sans stress et sans dérangement. Quelle est la période de l'année que vous préférez pour photographier le cerf? Elles ont évolué parce que j'étais fou de brame, parce que c'était une période forte pour un photographe. C'est vraiment une période où la nature s'exprime dans toute sa puissance, parce qu'un cerf, c'est quand même relativement puissant. Au jour d'aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu lassé du brame, non pas parce que le brame m'intéresse plus, mais par la surfréquentation, la surmédiatisation, l'exploitation de ce truc-là. C'est un cirque, on dérange les animaux plus qu'autre chose. L'intérêt d'aller vivre un truc dans l'intimité du cerf au jour d'aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est quand on a la chance de pas être dérangé, on arrivera peut-être à faire des photos, mais généralement
Maintenant, quand je vais sur les places de Bram, c'est très très rare si je rencontre personne. Alors quand c'est des gens qui sont très respectueux, ils ont tout à fait le droit d'être là autant que moi. Mais on peut rencontrer des groupes de 5, 6, 7 personnes qui causent, qui fument, ils sont zoo, quoi. Voilà, aujourd'hui, on a médiatisé ça et donc il y a une affluence, il y a du tourisme autour de ça. Hein. Donc aujourd'hui, moi, ma période préférée, c'est plutôt la période du printemps, avec les naissances et les velours. Là où, effectivement, c'est moins simple, mais on arrive à faire des photos avec des cerfs qui sont tranquilles, quoi. Ça vous est arrivé d'avoir peur, notamment pendant le brame du cerf? Ça m'est arrivé une fois d'avoir peur, mais je peux raconter l'anecdote très rapidement. Mais en fait, j'ai eu peur, mais pas à cause du brame, mais pas à cause des cerfs. Je me rendais sur une place de brame un matin, 5 heures du matin, il faisait nuit noire, et je devais traverser une sapinière. Clairement, c'était noir, mais noir, je ne voyais pas mes pieds, rien. Je connaissais bien le parcours, donc je me guidais au son de mes pas sur le chemin, parce que dès que j'arrivais sur le bord, je marchais dans les feuilles, donc je m'en rendais compte. Et à un moment donné, je suis venu heurter quelque chose qui a hurlé, et en fait c'est des gens, un couple, hein, qui remontaient sans lumière, hein, pour pas déranger les animaux, puisque dans ces coups de temps-là, j'évite d'allumer une torche. Eux, ils avaient fait pareil, et donc ils venaient en sens inverse, ils revenaient de la place de Bram, sans doute. Moi, j'y descendais, on s'est rentré dedans avec la dame, qui ne m'avait ni vu ni entendu, et moi non plus d'ailleurs. Et donc, on a eu aussi peur l'un que l'autre. Donc, elle a crié, moi aussi. On a allumé nos lampes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on était rentré dedans, mais j'avoue que là, j'ai eu peur. Ouais. Mais rien à voir, j'ai jamais eu peur avec les cerfs. Un cerf n'attaque pas l'homme. Les accidents qu'il y a, souvent, c'est simplement des cerfs qui sont chassés, alors soit blessés ou qui se sauvent. Et c'est sûr que si on est sur la trajectoire, hein, ça fait 200 kilos, faut pas se mettre sur la trajectoire, quoi. Quelles sont les scènes les plus mémorables que vous avez pu photographier? Il y en a plusieurs, mais il y en a une à laquelle je suis très attaché parce que c'est ma première belle photo de cerf. Et dans la vie d'un photographe, les premières belles, je vais dire, marquent plus que les autres, même si à la fin, c'est pas forcément les mieux, mais c'est celles qui nous ont laissé les plus grandes émotions. C'était un matin, je montais dans un chemin et puis j'entends un cerf qui bramait en bordure de chemin, donc je m'allonge dans le fossé et puis j'attends. Le soleil se lève juste en face de chemin et alors que le soleil est en train de se lever, il y a le cerf qui sort avec plusieurs biches, qui s'arrête au milieu du chemin et qui reste là 3-4 minutes à bramer avec les biches autour, une lumière de dingue. Et j'avoue que à l'époque j'étais en pellicule, hein, puisque le numérique n'existait pas. Ça reste un très grand souvenir, très présent en plus. Merci Bruno pour toutes ces précisions. Et si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent découvrir vos magnifiques photos de cerfs, eh bien rendez-vous sur votre page Facebook. On vous retrouve facilement, Bruno Pasquier, Pasquier. Merci Bruno. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de 100% Nature. Merci. Merci Sandra, bonsoir. C'était 100% Nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.